Bonjour à tous, Pauline Targe. Je travaille donc en collaboration avec la Fondation Mérieux qui m'a demandé aujourd'hui de vous expliquer via ce webcast comment évaluer les compétences de votre personnel. Les objectifs de ce webcast sont donc de vous aider à définir le processus d'évaluation des compétences, quels sont les moyens que vous avez à votre disposition pour évaluer les compétences de votre personnel, quand doit-on évaluer ces compétences, et enfin, je vous propose d'illustrer mes propos avec 3 exemples. Alors, la gestion des compétences s'applique à toute fonction du laboratoire. C'est pourquoi je vous propose de partir d'un organigramme fonctionnel du laboratoire où sont représentées toutes les fonctions classiques d'un laboratoire. Je pense que vous allez vous reconnaître dans cet organigramme. Donc cet organigramme reprend toutes les fonctions existantes au sein de votre laboratoire et le processus d'habilitation s'applique à toutes ces fonctions. Alors vous allez me dire, en réalité, l'habilitation, l'évaluation des compétences se fait beaucoup plus facilement au sein d'un laboratoire pour du personnel technique, comme par exemple la partie gauche de l'organigramme, le biologiste, le responsable technique, les secrétaires, les préleveurs, le technicien. Mais l'évaluation des compétences doit également se faire sur les fonctions dites support du laboratoire, telles que le directeur du laboratoire, le responsable qualité, le responsable informatique, le métrologue, le correspondant qualité et les auditeurs internes. Ceci reste un exemple. Vous avez peut-être d'autres fonctions sur lesquelles on peut également évaluer les compétences. Alors, en quoi consiste un processus d'évaluation des compétences au sein d'un laboratoire ? Eh bien, tout d'abord, il faut déterminer le niveau de compétence que vous souhaitez. Et ça se fait en général à travers une fiche de fonction. Donc, les fiches de fonction doivent exister pour chacune des fonctions de notre organigramme. Puis, une fois qu'on a défini notre niveau de compétences requis, il faut bien sûr acquérir ces compétences. Alors, l'acquisition de ces compétences peut se faire de plusieurs moyens, via plusieurs moyens, comme une formation interne, une formation externe, l'observation d'activités ou voire même du tutorat. Et ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est le sujet du jour, c'est une fois qu'on a acquis les compétences, il faut évaluer ce niveau de compétence par rapport à aux critères qu'on s'est définis dès le début. Donc l'évaluation des compétences peut se faire à travers de quiz, avec par exemple une note minimale à obtenir, lors de supervision avec la personne qui vous a formé ou tutoré, donc c'est-à-dire vous allez réaliser des tâches sous supervision, ou des études de cas cliniques avec toujours une note minimale à obtenir. Quelle conclusion apporter à l'évaluation des compétences ? Cette conclusion peut finalement s'illustrer par un feu tricolore. Le feu vert, la personne est habilitée, elle est donc autorisée à réaliser les tâches de la fiche de fonction, les tâches qui lui sont demandées. Le feu orange, l'habilitation est incomplète. La personne nécessite peut-être un complément de formation. Et puis le feu rouge, la personne n'est pas habilitée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas obtenu le niveau de compétence requis. Donc là, la personne a interdiction de réaliser certaines et ou toutes les tâches en cas d'évaluation non concluante. Quand doit-on déclencher une évaluation des compétences ? Alors bien sûr, l'évaluation des compétences se fait pour toute nouvelle recrue au sein du laboratoire. Une nouvelle personne doit être formée et habilitée dans le cadre du laboratoire de sa nouvelle fonction. Une personne peut être aussi être amenée à changer de fonction au sein du laboratoire. Un technicien peut passer référent d'une paillasse ou d'un secteur technique en particulier, ce qui nécessite d'autres compétences. Une évaluation de compétences peut se faire également suite à un changement d'organisation ou de disposition, les dispositions étant des procédures. Donc vous avez décidé au sein de votre laboratoire de modifier quelque chose dans votre organisation. Cela peut nécessiter une évaluation de compétences supplémentaire. Bien sûr, une évaluation de compétences va se faire également lorsque vous allez changer un équipement au sein de votre laboratoire. Là, je vous ai mis en exemple un changement d'automate, mais ça peut être un changement autre d'une centrifugeuse, etc.
Vous pouvez être aussi amené au sein de votre laboratoire à changer de technique d'analyse. Donc là aussi, cela nécessitera une évaluation des compétences ou de changer votre système informatique. Là, c'est ce qui veut dire que vous devez également savoir utiliser le système informatique et donc être évalué dessus. Et puis, ne pas oublier aussi que la norme ISO 15189 nous demande de maintenir les compétences du laboratoire. Et là, l'évaluation des compétences à fréquence définie et régulière vous permettra de prouver ce maintien des compétences. Alors, qui va réaliser l'évaluation des compétences? Donc, en général, c'est la personne qui est la plus formés dans le domaine, et puis ce sont souvent des responsables. Après, il peut également avoir des auto-évaluations, mais c'est beaucoup moins fréquent au sein des laboratoires et c'est pas trop conseillé. Alors, l'évaluation des compétences peut se faire par exemple par un biologiste, par un responsable technique, un référent automate, un responsable qualité, un responsable métrologie, un responsable informatique, etc. Toujours ne pas oublier les fonctions support au sein de votre laboratoire. Une fois qu'on a défini ce qu'était l'évaluation des compétences, il y a quelques enregistrements à conserver pour prouver que la personne est bien compétente dans le secteur concerné. Alors, la norme ISO 15189 vous demande donc de conserver certains enregistrements, comme la qualification de votre personnel, les diplômes, bien sûr, l'expérience de travail antérieure, donc le CV, qui fait partie aussi pour une part de l'évaluation des compétences, la définition, bien sûr, de fonctions. Tout à l'heure, je vous parlais de fiches de fonction, il s'agit de ces fiches. La preuve de la formation et du tutorat de la personne. Alors, vous pouvez conserver les programmes, les supports, etc. Bien sûr, tout ce qui est résultats de quiz, les résultats des supervisions, les preuves associées aux évaluations, donc les numéros de dossier patients, les fiches de non-conformité que vous avez pu enregistrer avec la personne, les contrôles de qualité que vous avez internes que vous avez passé également avec la personne. En tout cas, toute preuve de ce processus d'évaluation des compétences. Et bien sûr, ne pas oublier de conclure et de conserver la preuve sur la conclusion de l'habilitation ou non. Alors, prenons quelques exemples pour illustrer mes propos. Ça vous parlera peut-être un peu plus facilement que de la théorie. Alors, premier exemple, Dr Nouhoum est biologiste au sein du laboratoire. Il est arrivé il y a 2 jours et travaillait auparavant dans un autre laboratoire. La fiche de fonction qui lui a été présentée et les tâches à réaliser sont donc validation biologique et interprétation des résultats, réalisation des rappels de résultats en cas de modification de compte-rendu, réalisation des techniques manuelles en bactériologie, validation des certificats de conformité métrologique. Voici ce que souhaite faire le laboratoire pour l'évaluation des compétences du Dr Nouhoum. Donc le laboratoire souhaite classer le diplôme dans le dossier du biologiste, lui faire lire le SOP de rappel des résultats, lui faire lire les SOP relatifs aux techniques manuelles de bactériologie. Alors, à votre avis, est-ce suffisant pour évaluer les compétences du Dr Nouhoum? Eh bien, non, ce n'est pas suffisant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Même si le diplôme de biologiste est obtenu, il faut tout de même évaluer ses compétences pour que le laboratoire s'assure bien de son niveau et que celui-ci est suffisant, du coup, pour ses besoins. La lecture des documents n'est pas non plus suffisante. Ce n'est pas parce qu'on lit un document qu'on l'a compris et qu'on sait l'appliquer. Et puis, l'évaluation des compétences n'inclut pas du tout l'item relatif à la métrologie. Donc, l'évaluation des compétences est donc incomplète. Et enfin, Dr Nouhoum, qui vient juste d'être arrivé, ne connaît pas l'organisation du laboratoire. Or, la norme 15189 nous demande d'avoir un parcours d'intégration. Donc, conclusion, les éléments apportés par le laboratoire ne sont donc pas suffisants pour prouver la compétence du Dr Nouhoum. Alors, que faudrait-il faire ? Différents moyens sont possibles pour y répondre. Déjà, dans un premier temps, faire un parcours d'intégration du Dr Nouhoum pour qu'il puisse prendre connaissance de l'organisation du laboratoire. C'est quelque chose de primordial et qui est demandé, exigé même, par la norme 15189. Sur la partie validation biologique des résultats, alors bien sûr, il y a une présentation orale du SOP validation biologique, mais il y aura également peut-être un quiz, donc un questionnaire, des études de cas cliniques pour voir ce qui est validé et interprété, et puis vous pouvez également valider en double avec un autre biologiste sur une période donnée,
ou valider des résultats en supervision avec un autre biologiste. Pour la partie réalisation des rappels de résultats en cas de modification de compte-rendu, là aussi, vous avez différents moyens possibles pour y répondre. Bon, bien sûr, il y a la présentation orale de la procédure, mais il y a aussi possibilité de réaliser un annulaire-remplace en double avec un biologiste. Et puis, réaliser un annulaire-remplace sous supervision pour voir si la personne a bien compris la procédure du laboratoire et sait correctement l'appliquer. Pour la partie réalisation des techniques manuelles en bactériologie, les moyens que vous avez à votre disposition, c'est bien sûr toujours la présentation orale des procédures, l'observation de réalisation des techniques manuelles avec un biologiste, la réalisation des techniques manuelles sous tutorat et la réalisation des techniques sous supervision. Vous voyez que finalement, les moyens sont toujours à peu près les mêmes. Et enfin, pour la validation des certificats de conformité métrologique, toujours la présentation orale de la procédure de métrologie, c'est important que la personne ait connaissance de cette procédure. La formation éventuelle sur les exigences métrologiques par le métrologue, si vous souhaitez faire une formation en interne, mais ça peut être également une formation en externe. La lecture sous tutorat de certificats métrologiques avec l'analyse et la validation de ceux-ci. Et enfin, la réalisation de confirmation métrologique sous supervision. Ne pas oublier la conclusion sur la fiche d'habilitation et d'indiquer si la personne est habilitée ou non, pour que votre processus soit complet. Prenons un autre exemple. Ce sont des exemples issus d'évaluations d'audit externe ou interne. Donc, je vous propose un autre exemple. La procédure de gestion des compétences du personnel indique qu'il faut réaliser un maintien de compétences annuel de toutes les fonctions critiques du laboratoire. Madame Tran a été embauchée il y a un peu plus d'un an au laboratoire et a été habilitée sur son poste le 21 juin 2016, sachant qu'on est le 26 juin 2017. La direction du laboratoire décide donc qu'il n'est pas nécessaire de réaliser le maintien des compétences comme cela est spécifié dans la procédure. Donc, à votre avis, est-ce suffisant pour prouver que Madame Tran est toujours compétente ? Eh bien non, ce n'est pas suffisant. Vous êtes en écart par rapport à votre procédure en interne et par rapport à la norme ISO 15189. Même si la personne est arrivée il y a peu de temps dans le laboratoire, un maintien des compétences doit être réalisé comme stipulé dans votre procédure. Que faudrait-il faire pour s'assurer donc que Madame Tran conserve son niveau de compétence dans le temps ? Différents moyens sont possibles. Vous pouvez créer un quiz avec une obtention, par exemple, de la note 8 sur 10. Ou alors, vous pouvez réaliser certaines activités sous supervision. Vous pouvez également vérifier l'attestation de lecture des documents de cette personne. Alors, c'est insuffisant, cette vérification est insuffisante pour prouver que la personne est compétente, si elle est utilisée seule. Là, vous pouvez également faire une revue de dossiers qui ont été analysés par Madame Tran avec le responsable technique. Et puis, vous pouvez évaluer dans un deuxième temps si Madame Tran a besoin éventuellement d'une formation pour acquérir les compétences ou pour les développer. Prenons un dernier exemple qui va parler à tous avec un automate qui est en panne. Donc, le laboratoire change d'automate pour réaliser les examens de biochimie suite à une panne de l'ancien automate. Une technicienne est désignée référente et sera formée par le fournisseur de l'automate. Les 4 autres techniciennes seront donc formées par la technicienne référente. Le laboratoire ne réalise pas d'évaluation des acquis suite à la formation des 4 techniciennes. Alors, est-ce suffisant pour conclure sur la compétence des techniciennes à utiliser le niveau de compétence ? Eh bien non, ce n'est toujours pas suffisant. Pourquoi ? Parce que la formation ne permet pas à elle seule à prouver que les compétences ont bien été acquises pour utiliser correctement l'équipement. Donc, le laboratoire devra mettre en place une évaluation de l'acquisition des compétences suite à une formation interne, suite à la formation interne, avec par exemple la réalisation d'activités sous supervision ou voire même un quiz. Alors, ce qu'il faut retenir de ce webcast, c'est qu'une accréditation est en fait une preuve de la compétence. Et donc, vous devez prouver à fréquence régulière que le niveau de compétence de votre personnel, qu'il soit technique, administratif ou que les fonctions support, soit bien maintenu et qu'il y ait bien un développement de compétences au sein de votre laboratoire. Je vous remercie pour votre attention.